la 3102e réunion je déclare ouverte donc la 3102e réunion du Comité des droits de l'homme. Et nous sommes sur le point d'aborder l'examen du rapport initial d'Haïti. Donc, nous célébrons là une grande occasion. La délégation a eu la gentillesse d'intégrer les remarques d'introduction du chef de la délégation ainsi que le résumé des réponses de la liste des points à traiter dans une seule et unique intervention, à la suite de quoi, en vertu de notre règlement intérieur, eh bien, je donnerai la parole aux collègues, c'est-à-dire aux membres du comité, pour poser des questions au titre des points à traiter, puisqu'elles figurent dans une liste que l'État partie nous a saisie. Sans plus attendre. Le chef de la délégation, Madame le ministre délégué chargé des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême, Madame Rose Anne Auguste. Madame, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Comité des droits de l'homme, distingués membres du comité, Mesdames, Messieurs, j'éprouve une grande satisfaction, d'abord comme ministre, mais aussi comme militante engagée depuis plusieurs années dans la défense des droits de l'homme dans mon pays, à conduire la délégation haïtienne qui va collaborer à l'examen du rapport initial d'Haïti sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques par le comité. En effet, ce n'est pas un hasard si ce rapport a été soumis durant le mandat du président Michel-Joseph Martelly et sous le gouvernement du Premier ministre Laurent Lamotte. Le comité a sûrement noté que mon pays a adhéré à cet instrument international depuis le 6 février 1991 et que le premier rapport aurait dû être présenté un an plus tard, soit en 1992. Il a fallu pourtant attendre le mois de décembre 2012 pour voir Haïti déposer finalement ce document. Ceci traduit le profond engagement de l'administration Martelly et du gouvernement Lamotte pour la promotion et le respect des droits de l'homme en Haïti. Je salue la présence des représentants d'organisations de défense des droits de l'homme œuvrant en Haïti, dont le travail de veille contribue à aider les autorités haïtiennes à améliorer la situation sur le terrain. Merci Antonal, merci Villès et tous les autres qui ont fait le déplacement. Je salue votre présence ici. Le rapport alternatif de l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne est constructif. Cependant, je tiens à souligner que le gouvernement haïtien déplore la manière partiale dont certains faits ou événements sont présentés dans le rapport conjoint de plusieurs organisations haïtiennes de défense des droits de l'homme. Monsieur le Président, distingués membres du comité, Mesdames, Messieurs, dès le début de son mandat, le président Martelly a envoyé des signaux clairs sur son attachement au respect de la démocratie et à la bonne marche des institutions, telles que la nomination le 5 octobre 2011 du président de la Cour de cassation et en janvier 2012 de 11 juges, d'un commissaire du gouvernement et des substituts à cette même Cour. L'installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération du pouvoir judiciaire. La nomination d'un bureau de la ministre déléguée en charge des droits de l'homme et la création du Comité international des droits de la personne. Le renforcement de l'école de la magistrature en la dotant de moyens financiers et matériels nécessaires. Ces mesures ont rendu opérationnelles les importantes institutions que sont la Cour de cassation et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ratification d'instruments internationaux,
Par ailleurs, d'importantes avancées ont été réalisées quant à la ratification d'instruments internationaux en matière de droits de l'homme. Ainsi, Haïti a adhéré au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels le 10 octobre 2013, au protocole facultatif à la Convention sur les droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en septembre 2014. Le pays a également signé la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en août 2013 et a déjà soumis au Parlement pour sanction le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort en vue de sa ratification. La suite de mon intervention portera spécifiquement sur les initiatives prises depuis la soumission du rapport initial au comité en décembre 2012. Monsieur le Président, distingués membres du comité, Mesdames, Messieurs, droit à la vie, interdiction de la torture. En réponse aux allégations d'atteinte au droit à la vie formulées généralement contre les agents de la police nationale, le gouvernement a nommé un nouvel inspecteur général en chef à l'inspection générale de la police nationale d'Haïti le 10 septembre 2013. Ce dernier a insufflé un nouveau dynamisme dans la poursuite et la sanction contre les policiers concernés. Au cours de l'année 2013, l'IGPNH a ouvert 1022 dossiers concernant ces plaintes et en a traité et clôturé 345, soit 34% de l'ensemble des dossiers. À la suite des enquêtes disciplinaires clôturées, l'IGPNH a émis 324 recommandations de sanctions contre des policiers, dont 24 recommandations de révocation, 31 recommandations de renvoi du dossier vers les instances judiciaires, 81 suspensions, transferts et lettres de blâme et 47 mises en disponibilité. Concernant la certification des magistrats, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, a acheminé à la commission de certification fin septembre 2014 une liste comprenant une centaine de juges. Il s'agit évidemment d'une liste partielle étant donné que la certification se fera de manière progressive et concernera à terme 900 juges. Réforme du droit de la famille. La loi sur la paternité, la maternité et la filiation, publiée au journal officiel le 4 juin 2014, constitue un jalon important dans la réforme du droit de la famille. Cette loi instaure notamment un nouveau cadre normatif sur la recherche de la paternité et la filiation et établit le principe d'égalité entre tous les enfants, qu'ils soient nés de couples mariés ou non. Des séances de vulgarisation de la loi ont été tenues en septembre 2014 au profit d'organisations de la société civile et des magistrats. Égalité hommes-femmes. Sur la question de l'inégalité de genre, un projet de loi sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence faite aux femmes est en cours d'élaboration par le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Des activités de consultation sont réalisées pour recueillir les recommandations des différents acteurs de la société civile et des institutions publiques concernées. Il faut aussi noter que le nouveau plan national de lutte contre les violences faites aux femmes, couvrant la période 2012-2016, a été lancé en 2013 après consultation des organisations intéressées. À la prison des Cayes, par exemple, une cellule pour mineurs et un nouveau quartier des femmes complètement séparés de celui des hommes ont été construits. Je voudrais souligner enfin sur ce point que les dispositions de la loi électorale de décembre 2013 exigent la participation des femmes dans la vie politique du pays. En application du quota de 30% établi par la Constitution, 3 femmes siègent déjà en tant que conseillères au Conseil électoral. Monsieur le Président, distingués membres du comité, Mesdames, Messieurs, détention préventive prolongée, conditions de détention.
La détention préventive prolongée est une véritable préoccupation pour le gouvernement. Un dialogue rapproché a été amorcé entre le gouvernement haïtien et des partenaires de la communauté internationale, dont les Nations Unies, sur la définition d'une stratégie nationale visant à résoudre de façon urgente, significative et concrète le problème de la sous-capacité carcérale. Dans ce même objectif, le ministère de la Justice a organisé à la mi-septembre 2014 un grand forum sur la politique pénale du gouvernement. Il s'agissait d'une consultation de tous les acteurs de la chaîne pénale et des membres d'organisations de la société civile sur les réformes à effectuer au sein du système judiciaire en vue de le rendre plus efficace dans la garantie des libertés et des droits fondamentaux des citoyens. Certaines mesures ont été prises avec l'appui des partenaires internationaux concernant les infrastructures et le droit à la santé dans les prisons haïtiennes. Ainsi, le ministère de la Santé publique et de la Population, en appui à la direction de l'administration pénitentiaire, a mis en œuvre un plan de contingence, un protocole de prévention et de prise en charge du choléra et des maladies mentales au sein des prisons. Ceci a contribué à un meilleur contrôle d'autres maladies contagieuses sévissant dans les centres carcéraux. Sur la même note, des travaux au sein de diverses prisons du pays ont permis de sensibles améliorations des conditions de détention. À Jérémie, des travaux de rénovation de bâtiments de détention visaient notamment la mise en service de 3 cellules, augmentant ainsi la surface de détention de 90 mètres carrés et la construction d'un réservoir d'eau de près de 60 000 litres. Au Caille, à Carrefour, à Petit-Goâve, à Cabaret, et la liste n'est pas exhaustive, des rénovations sont en cours pour augmenter la capacité des prisons et rapprocher les conditions de détention en Haïti des standards internationaux. Par ailleurs, je voudrais souligner les retombées positives qu'ont eues sur les détenus la réalisation d'ateliers d'écriture et d'art plastique au sein du pénitencier national. À la suite de la tenue de ces ateliers, 2 cahiers d'écrits des détenus ont été publiés. En ce qui a trait à la traite des personnes, une étude sur la domesticité infantile qui présente des similarités avec la traite est en cours en Haïti. Cette étude permettra de mieux définir cette problématique et de faire des recommandations concrètes aux autorités étatiques en vue de lutter contre ce phénomène. La loi sur la traite des personnes, publiée le 2 juin 2014, vient de combler un vide juridique en rendant possible la poursuite pénale des auteurs. Identification des citoyens. Par rapport à l'identification des citoyens, le gouvernement haïtien a initié une réforme du système actuel de l'état civil. Elle devrait être finalisée d'ici 2015. Par ailleurs, un projet de documentation des migrants haïtiens en République dominicaine est mis en œuvre et commence à donner des résultats encourageants. Ce programme sera répliqué aux Bahamas, aux îles Turques et Caïques et au Suriname. Parallèlement, un projet de loi sur la nationalité est en cours d'élaboration. Monsieur le Président, distingués membres du comité, Mesdames, Messieurs, la question de la relocalisation des personnes vivant dans les camps. Le processus de relocalisation des personnes vivant dans les camps de déplacés évolue lentement mais positivement. Ainsi, au 30 septembre 2014, la matrice de suivi des déplacements évaluait le nombre total de personnes déplacées à 85 432 individus, soit 22 741 ménages, situés sur 123 sites. Depuis juillet 2010, on enregistre donc une diminution de 93,7% du nombre de ménages et de 92,1% du nombre de sites. Cette diminution est principalement due à la mise en œuvre des programmes de retour et installation comme le projet de relogement gouvernemental 16-6, exécuté par l'unité de construction de logements et de bâtiments publics UCLBP, avec l'appui des partenaires internationaux. 2 des 3 axes principaux du travail de l'unité de l'UCLBP, qui est l'unité de construction logement de bâtiments publics, créée en 2011, sont d'encourager les investissements privés dans la reconstruction des agglomérations urbaines détruites lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010 et de conduire une réflexion globale autour de la reconstruction
pour ensuite proposer au gouvernement une politique en matière de reconstruction post-séisme. Par rapport à son mandat d'adresser et de trouver les solutions pour les personnes déplacées à l'interne, l'UCLBP, grâce à des financements du Trésor public et des agences internationales, a pu coordonner toutes les opérations de fermeture des camps suivant les ordres de priorisation établis par les autorités centrales. Suite à des procédures d'éviction entamées dans certains camps par des propriétaires des terrains sur lesquels les 10 camps étaient établis, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a instruit les commissaires du gouvernement dans leurs ressorts respectifs de susseoir à toute mesure d'exécution de jugement d'éviction sur les terrains privés. Donc, toutes les personnes déplacées à l'interne relogées dans le cadre des programmes de relocalisation l'ont été dans le strict respect des droits de l'individu. Face au cas d'éviction forcée, Face au cas d'éviction forcée, l'UCLBP et ses partenaires ont stratégiquement et discrètement ajouté tous les camps à risque sur les listes prioritaires. À date, la quasi-totalité des camps réputés à risque d'éviction forcée figurant sur la liste de priorité de 2014 sont fermés. Monsieur le Président, distingués membres du comité, Mesdames, Messieurs, organisation des élections. En ce qui concerne l'organisation des élections, le gouvernement haïtien, dans un souci d'inclusion, a organisé un dialogue politique et interinstitutionnel haïtien, tenu du 24 janvier au 24 mars 2014, sous la médiation de la Conférence épiscopale d'Haïti, lors duquel les pouvoirs exécutifs et législatifs et les partis politiques ont discuté des 3 grands thèmes, à savoir la gouvernance, les élections et l'application de la Constitution. Ah, ok. Pour terminer, le gouvernement considère que les dispositions du pacte constituent une boussole permettant de guider les différents acteurs nationaux dans cette longue marche pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Madame la Ministre adjointe. Just to help the À l'intention des interprètes, le texte qui a été distribué ne comportait pas tous les paragraphes. Enfin, il y a donc des éléments que Madame la Ministre a ajoutés verbalement. C'est à l'intention des interprètes que le Président fait cette remarque. Bien. Nous allons donc entamer la première salve de questions. Ma liste, c'est M. Benachour. M. Benachour, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais saluer la délégation qui représente la République d'Haïti et le chef de la délégation. Et bon, je retiens de votre présentation que vous avez une politique de collaboration avec les organismes non gouvernementaux de défense des droits de l'homme. Je crois que c'est un point très important, mais qu'il faudra discuter par la suite. Parce que du côté des organisations non gouvernementales, il y a certaines craintes, une attitude justement de défiance vis-à-vis de certaines attitudes du gouvernement dont on reparlera. Pour l'instant, nous allons d'abord nous contenter d'évoquer les questions 1, 2, 3 et 4. Je crois que le Président nous a demandé d'aller jusqu'aux questions 16, n'est-ce pas, dans ce premier tour de parole, Monsieur le Président. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, excusez-moi, j'aurais bien dû le dire avant de commencer. Yes, on est en premier cycle, c'est-à-dire on traite les questions 1 à 16 maintenant, et le reste sera pour le deuxième cycle. Merci de Mais moi, je vous comprends sans que vous parliez.
Merci, M. Benachour. Alors, vous avez la la parole. question première est relative au statut du pacte en droit interne et à l'application du pacte par les tribunaux et l'administration en Haïti. Vous apportez une réponse qui consiste à dire tout d'abord que la Constitution reconnaît la supériorité des traités sur les lois internes, ce qui est une bonne chose, c'est l'article 276 de la Constitution. Et vous nous dites que le pacte est évoqué par les tribunaux en donnant l'exemple du procès de la Syrie. Le procès de la Syrie que vous évoquez dans le paragraphe 2 des réponses de Haïti à la liste des points. Mais justement, le procès de la Syrie est extrêmement complexe et s'inscrit dans un cadre de vives tensions politiques qui ont même mis en cause le fonctionnement de la justice. Il y a eu une ordonnance de clôture le 15 septembre, de clôture de l'instruction le 15 septembre 2005, le renvoi devant le tribunal criminel. Il y a eu des décisions avant dire droit du 13 avril 2007 de la Cour d'appel des Gonaïves. Il y a eu ensuite des actions en habeas corpus devant le tribunal de première instance du 24 avril 2007. Et puis il y a la mise en liberté de 2 prévenus majeurs dans cette affaire par le doyen des juges du tribunal de première instance. Il y a également un recours d'un ancien Premier ministre en récusation devant la Cour de cassation. Son action a été rejetée, etc. Donc, disons, dans l'affaire de la scierie que vous évoquez d'une manière un peu générale, il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs décisions judiciaires. C'est extrêmement compliqué. Donc, quand vous nous dites que le pacte a été évoqué, c'est à quel niveau? À quel où? Est-ce que c'est l'arrêt de la Cour d'appel? Est-ce que c'est le tribunal de première instance de Port-au-Prince, etc. Nous n'avons pas de précision là-dessus. Par ailleurs, la question que je voudrais poser est la suivante. C'est que si le pacte a été évoqué dans l'affaire de la scierie, qui est une affaire un petit peu tragique en Haïti, un seul cas n'est pas significatif. Ce qui prouve que la culture du pacte, le pacte lui-même, est mal diffusé dans le système judiciaire haïtien, puisque vous n'avez pu que donner un seul cas. Donc, l'idée que je voudrais défendre, c'est que le gouvernement fait-il le nécessaire pour diffuser le pacte, pour former les juges, pour former les auxiliaires de justice au contenu du pacte, à la substance du pacte? Existe-t-il un programme de formation? Le pacte est-il traduit, par exemple, en créole? Voilà pour la première question. La deuxième question est relative à l'Office de protection du citoyen. Je suis tout à fait heureux pour Haïti qu'il y ait une telle institution. D'autant plus que je me suis rendu compte que les organisations non gouvernementales avaient confiance dans l'Office de protection des citoyens. Seulement, je dois constater aussi une chose qui est positive au sujet de l'Office de protection du citoyen, c'est qu'il a été accrédité auprès du comité de coordination des instituts nationaux de défense des droits de l'homme et qu'il a eu le statut A, ce qui est un bon signe. Seulement, le problème concerne les moyens qui sont mis à sa disposition de cet office. Vous nous dites qu'il y a une augmentation du budget, qu'il y a une augmentation des ressources en 2012, qu'en 2013, 2574 recommandations de l'OPC ont été prises en compte.
Mais lorsque nous faisons une analyse plus poussée, nous nous rendons compte en réalité que, au contraire, les ressources qui ont été allouées à l'Office de protection du citoyen sont en diminution. Et je vais vous dire pourquoi je le dis. Si je regarde la loi de finances 2013-2014, je vois que le budget qui a été alloué à l'Office de protection du citoyen est de 34 298 356 gourdes, tandis que pour la loi de finances 2014-2015, nous sommes descendus à 32 millions. N'est-ce pas? On est passé de 34 millions à 32 millions, ce qui est une diminution et non pas une augmentation. Vous nous parlez, toujours dans le cadre de cette question 2, vous nous dites que les propositions de cet office ont été très nombreuses, qu'elles ont été prises en compte, et dans ce cadre, vous évoquez une proposition de loi cadre sur les institutions indépendantes. Au paragraphe 6 de vos réponses, une proposition de loi cadre sur les institutions indépendantes. J'aimerais avoir des précisions sur cette loi cadre. Où en est-elle au niveau de sa discussion, de sa procédure, de sa présentation devant le Parlement, etc. Ça, c'est pour la question 2. Pour la question 3, alors, pour la question 3, la question numéro 3, elle concernait l'état d'avancement du procès Jean-Claude Duvalier pour que justice soit faite et que les réparations soient octroyées. Et puis, elle concerne également le travail de la Commission nationale Vérité et Justice pour les crimes commis entre 1991 et 1994, et en même temps les réparations qui sont accordées aux victimes. Nous n'allons plus parler, bien entendu, du procès de Jean-Claude Duvalier. Il y a une plus grande justice qui s'est emparée de l'affaire. Nous n'avons plus rien à dire ici. Mais dans vos réponses, vous évoquez les péripéties de cette affaire, n'est-ce pas? Qui est passée par plusieurs phases dont je passe le détail. Et vous évoquez, entre autres, l'arrêt de la Cour d'appel du 20 février 2014, qui est très important pas seulement pour Haïti, qui est important même pour les chercheurs qui vont faire des recherches sur la question, puisque nous avons un tribunal interne qui a admis ces crimes comme des crimes contre l'humanité, faisant partie de la coutume internationale, laquelle coutume internationale fait partie du droit international intégré par la Constitution haïtienne dans le droit interne de Haïti. C'est important. Et cet arrêt de la Cour d'appel a été attaqué par un recours en cassation pour suspicion légitime des juges. Je voudrais savoir où en est ce recours en cassation. A-t-il eu de suite? Je voudrais également poser une question sur les lenteurs de ce procès. Pourquoi, alors que Jean-Claude Duvalier est revenu en Haïti en janvier 2011, l'affaire a mis tant de temps pour être jugée, et surtout par cet arrêt de la Cour d'appel de 2014? Mais surtout, cette affaire dépasse la personne de l'ancien président haïtien. Il y a des victimes. Il y a plusieurs victimes dans cette affaire. La question que je voudrais poser, c'est quel est le sort des victimes et de leurs familles? Y aura-t-il réparation? Et puis également, la personne en question n'est pas seule. Une série de responsables des exactions et des crimes qui sont commis sont également impliqués. Est-ce que l'affaire va se poursuivre contre ces responsables? Est-ce qu'il y aura une justice contre eux?
Est-ce qu'ils seront poursuivis? Est-ce qu'ils seront sanctionnés? Je vous pose ces questions parce qu'il nous semble très sincèrement que l'attitude du gouvernement haïtien dans cette affaire n'est pas très claire. Et je n'en veux pour preuve que le fait que le gouvernement haïtien a observé une attitude ambiguë vis-à-vis du principal responsable, qu'on a vu dans les cérémonies officielles, à qui on a donné un passeport diplomatique. Et donc, il nous semble que l'attitude du gouvernement n'est pas une attitude d'un gouvernement qui veut poursuivre et aboutir à un but. Son attitude est un petit peu ambiguë et j'aimerais savoir, parce que nous voulons savoir la suite contre les responsables et pour les victimes, si le gouvernement, cette fois-ci, compte vraiment aboutir à des solutions pour les victimes et contre les responsables. Au sujet de la deuxième branche de la question, c'est-à-dire la commission vérité et justice, vous nous donnez des réponses des paragraphes 12 à 15. C'est une commission qui a été créée en 1995 pour établir la vérité sur les cas les plus graves de violation des droits de l'homme entre 1991 et 1994. Vous nous dites que la commission a établi une liste de responsables et que des procès ont été ouverts. N'est-ce pas? Ça c'est dit clairement dans le paragraphe que j'évoque, c'est-à-dire du 12 au 15. D'accord, une liste de responsables et des procès ont été ouverts. Mais vous nous dites au paragraphe 15 quelque chose qui m'a semblé assez curieux. Vous nous dites, des réparations ont été accordées, donc je dois comprendre, des réparations ont été accordées par les tribunaux, mais vous ajoutez, mais aucune information n'est disponible sur le versement d'un quelconque montant aux victimes. Je trouve cette attitude un petit peu curieuse parce que si des réparations ont été accordées aux tribunaux, pourquoi n'a-t-on pas d'informations, surtout quand même que vous représentez l'administration officielle du pays? Comment une administration officielle, un gouvernement peut-il dire qu'il n'a pas d'informations disponibles sur les versements qui ont été ou n'ont pas été versés aux victimes? Vous nous dites également, toujours dans le même ordre d'idées de la commission Vérité et Justice, vous nous dites que toutes les personnes jugées par contumace ont été condamnées, mais que la Cour de cassation a renversé cette décision pour incompétence du tribunal. Alors, j'ai à ce propos quelques questions à poser. Concernant cette décision de la Cour de cassation, si la Cour de cassation a renversé la décision du tribunal pour incompétence, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc on revient au point zéro. Et quel est le sort qui va être réservé à ces condamnations, n'est-ce pas, puisqu'ils ont été renversés, dites-vous, par la Cour de cassation. Enfin, j'en arrive à la dernière question, la question numéro 4. Là, je serai très très rapide. Elle concerne le comité interministériel, des droits et le plan national des droits de l'homme. Vous nous apportez une réponse au paragraphe 16 à 19, pardon. Et là, j'ai deux questions à poser, de clarification. Est-ce que les travaux du comité interministériel ont été l'objet de diffusion? Est-ce qu'ils ont été diffusés? Et la deuxième question, c'est dans quel délai sera adopté le plan national des droits de l'homme? Je vous remercie, Monsieur le Président. Je reviendrai dans la deuxième série de questions à des questions peut-être plus importantes que celles que je viens de poser maintenant. Merci.
qui retiennent toute leur importance néanmoins. Merci beaucoup, Monsieur Benachour. The next speaker on my list is... L'intervenant suivant, Madame Majoudine. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de m'associer à mes collègues en vous souhaitant la très chaleureuse bienvenue et j'ai hâte d'en entendre plus sur les droits civils et politiques dans le pays, aujourd'hui, cet après-midi et demain matin. Je souhaiterais aborder 3 questions cet après-midi. Tout d'abord, le point 5, suivi de point 6, et puis le point 7. Point 5. D'après toutes les informations disponibles et d'après le rapport initial de l'État, l'égalité entre hommes et femmes reste un défi de taille en Haïti. Selon le rapport, il n'existe pas de statistiques exhaustives sur la mise en œuvre du quota de 30% de femmes employées à tous les niveaux de l'administration publique. En l'absence de telles données, je souhaiterais poser la question de manière quelque peu différente. Quel est le pourcentage de femmes comparé aux hommes occupent des postes de prise de décision, tant dans le secteur privé que dans le secteur public? Donc, dans le secteur public, quel est le pourcentage de femmes qui occupent des positions au sein du cabinet de ministres? Quel pourcentage de femmes sont juges? Quel pourcentage de femmes sont directrices générales à la tête de départements? Bon, je comprends bien si un grand nombre de femmes occupent des postes de niveau moyen, mais ce que je souhaiterais savoir, c'est ce qu'il en est des postes de haut niveau dans votre pays, de l'occupation des femmes à ces postes. Mais n'hésitez pas toutefois à nous fournir également des informations sur le nombre de femmes occupant des postes à moindre niveau pour nous permettre de mieux comprendre la situation de la discrimination. Le ministère du statut des femmes a été mis en place et je souhaiterais savoir quels sont les progrès effectués depuis les 20 ans d'existence de ce ministère. Ce type de ministère pourrait mettre en place un mécanisme visant à contrôler les progrès effectués en vue d'atteindre ce quota de 30%. Je souhaiterais savoir si d'autres progrès ont été effectués au cours de ces 20 ans d'existence. Je lis également ailleurs, et non pas dans le rapport de l'État, que le parti au pouvoir a prévu d'éliminer, de supprimer ce ministère et de l'intégrer au ministère des Affaires sociales et du Travail. Je souhaiterais que la délégation confirme ou infirme cette information dont je dispose. Et si cette information est confirmée, je souhaiterais en connaître le motif. Pourquoi prévoit-on une telle intégration? Est-ce pour des raisons financières? Ou est-ce que ce ministère chargé de la femme, de la condition féminine, n'a pas été aussi efficace que prévu? Voilà pour ce qui est des questions que je souhaitais poser concernant la proportion de femmes, des postes dans la vie publique et privée. Ensuite, je souhaiterais également aborder la question des stéréotypes concernant les femmes. J'ai cru comprendre que le gouvernement s'efforce d'éliminer ces stéréotypes. Quels sont les efforts supplémentaires qui sont fournis en vue d'éliminer ce type de stéréotypes traditionnels? Et quels sont les résultats de tels efforts? J'en
J'en viens maintenant à la question 6 concernant l'égalité des droits dans les relations familiales. D'après les informations fournies par le gouvernement, avant 1982, une femme mariée était considérée comme une mineure. Mais depuis l'adoption de la loi de 1982, les femmes ont une capacité juridique pleine et entière. Il semblerait toutefois que 32 ans après l'adoption de cette loi, les stéréotypes sexistes continuent à être cultivés dans les ménages et les foyers. Voilà ce que je tire de ce rapport du gouvernement. Il semblerait que ces stéréotypes et d'autres obstacles imposés par des notions traditionnelles de différence entre hommes et femmes sont source d'inégalités entre hommes et femmes au niveau conjugal ou familial. Par exemple, la gestion des finances, des biens est entre les mains des hommes et les femmes haïtiennes ne sont pas autonomes dans le cadre familial. J'ai cru comprendre qu'il y a une nouvelle loi sur la maternité, la paternité et la filiation qui devrait permettre de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes en milieu familial. Mais je souhaiterais que la délégation nous parle davantage de cette loi puisque je n'ai pas été en mesure de trouver davantage d'informations à ce sujet. Cette loi est très prometteuse et pourrait améliorer la situation si elle entrait effectivement en vigueur. Et si elle était appliquée. Je souhaiterais également savoir quels progrès ont été effectués depuis la loi de 1992. Comment est-ce que cette loi a-t-elle pu promouvoir la situation des femmes en milieu familial? Comment peut-elle mieux promouvoir cette situation et améliorer la situation? Ensuite, je souhaiterais également aborder la question des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, LGBT. La Constitution de 1997 garantit le principe de non-discrimination. Pourtant, les personnes LGBT continuent à être victimes de discrimination violente et ne bénéficient d'aucune protection juridique réel. On le constate dans différentes manifestations anti-homosexuelles, des marches, défilés contre les homosexuels qui ont eu lieu le 19 juillet 2013 à Port-au-Prince et à Conaïve le 20 juillet. Plus de 47 incidents de violence homophobe ont été dénoncés par les organisations de défense des personnes LGBT. Mais aucune action n'a été entreprise à l'exception d'une seule note émanant des médias du gouvernement. Les militants LGBT semblent également être en danger, d'après une étude récemment effectuée. Le 21 novembre 2013, l'organisation LGBT Courage a été attaqué par 3 personnes armées qui ont attaqué le secrétaire du bureau et saccagé le bureau. Cette même organisation a fait l'objet d'un grand nombre de menaces. Tous ces événements ont été très néfastes pour la communauté LGBT, communauté qui est désormais réticente à se plaindre ou à revendiquer ses droits. Je souhaiterais donc vous poser 2 questions. Qu'est-ce que le gouvernement de Haïti prévoit de faire pour mettre un terme à la discrimination contre les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres? Et quelles mesures a-t-il prévu
de prendre pour garantir la sécurité des organisations de protection des personnes LGBT et les droits des LGBT. Merci. Merci, Madame Majodina. Intervenant suivant est Monsieur Kellin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais me joindre à mes collègues pour chaleureusement saluer cette délégation. C'est un plaisir de vous voir. Et j'espère bien que le prochain rapport périodique va être soumis dans les délais qu'on vous accorde. Mais c'est vraiment un changement de politique et c'est très, très encourageant point de vue de votre rapport avec notre comité. Moi, je vais traiter les questions 8, 9, 10, 14, 15 et 16. Question numéro 8 se réfère à l'état d'urgence. Dans votre réponse écrite, vous faites référence aux dispositions des articles 278 de la Constitution qui prévoit qu'un état de siège peut être déclaré dans le contexte de guerre civile et invasion armée provenant des autres pays. Et puis, dans le prochain paragraphe de votre réponse, vous faites référence à la déclaration de l'état d'urgence du 30 octobre 2012 dans le contexte de l'ouragan Sandy. Moi, je vois mal la relation entre cette disposition de la Constitution et une catastrophe naturelle qui n'est pas mentionnée. Est-ce que c'est correct que dans votre législation, vous avez la possibilité de déclarer des états d'urgence dans des situations de catastrophes naturelles, mais pas sur la base de cette disposition constitutionnelle? Si c'est correct, à ce moment-là, je me demande, est-ce que c'est bien clair que dans des situations de catastrophes naturelles, parfois les lois ordinaires ne sont pas applicables, que c'est par exemple beaucoup trop compliqué point de vue financement des réponses. Mais est-ce que c'est vraiment adéquat à ce moment-là de déclarer un état d'urgence? Il ne serait pas mieux, dans la législation qui s'adresse aux catastrophes naturelles, de prévoir que dans ces situations-là, il y a des règles différentes qui s'appliquent. Un état d'urgence, potentiellement, je ne parle pas de Sandy, mais potentiellement, c'est toujours un danger pour les droits humains. Et c'est pourquoi j'aimerais soulever cette question-là. Puis, question numéro 9, 3, à la vie. C'est un sujet qu'on va discuter dans le contexte de plusieurs de nos questions. Là, je me limite à la question de l'utilisation de force par la police dans le contexte de l'utilisation des armes à feu. Dans votre rapport, vous avez dit, et aussi maintenant vous avez mentionné ça dans votre introduction avec vraiment des chiffres très, très impressionnants, ça il faut avouer, que vous avez pris des mesures pour renforcer la capacité de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti. Et j'ai vu que le nouveau inspecteur est vraiment très, très actif. Ce sont des nombres impressionnants que comme j'avais dit. Mais il fait des recommandations. Et que des recommandations. Naturellement, des recommandations sont tout à fait importantes. Mais ce qui est vraiment important et crucial, c'est quel est le suivi donné à ces recommandations. Et j'aimerais bien si vous pourrez me donner des statistiques précises concernant le suivi donné à toutes ces recommandations. Deuxièmement, on vous a
demandé dans notre question de nous donner aussi des informations concernant le nombre des cas, des investigations, des poursuites, etc. Et là, j'ai consulté informations publiques provenant de MINUSTAH qui indiquent que quand même, il y a là un véritable problème avec l'utilisation des armes à feu, qu'il y a un nombre important des cas, des gens tués, des gens blessés. Et à ce moment-là, la question se pose au-delà de l'inspectorat. Et l'inspecteur, il arrive toujours trop tard quand quelqu'un était tué, quand quelqu'un était blessé. Qu'est-ce qu'on fait pour réduire ces cas-là? Naturellement, parfois, la police doit utiliser des armes à feu. Parfois, c'est inévitable que quelqu'un est tué, mais quand même, ces cas-là, je ne veux pas entrer dans les détails, vous les connaissez, c'est quand même préoccupant. Puis, la question numéro 10, qui concerne la mortalité infantile et maternelle. J'aimerais vous remercier pour les informations données dans vos réponses écrites qui sont vraiment très, très détaillées, qui montrent qu'il y a vraiment un progrès qui a été achevé dans ce domaine-là. Mais j'imagine que vous êtes d'accord avec moi que ces taux de mortalité sont toujours trop élevés. Trop élevés même dans un contexte comme votre pays qui est un contexte très difficile. J'ai réalisé ça quand j'avais l'occasion de visiter votre pays en octobre 2010. À ce moment-là, j'étais le représentant du secrétaire général pour les droits de l'homme des personnes déplacées. Je sais, je réalise, ce sont des conditions très, très difficiles et des défis extrêmement difficiles pour votre gouvernement. Mais quand même, le taux de mortalité est toujours trop élevé. Et dans ce contexte, j'ai deux questions spécifiques. Qu'est-ce que sont les mesures prises pour toucher les femmes dans les régions rurales isolées? C'est toujours un défi dans ce contexte-là. Quelles sont les mesures prises? Puis, c'est bien connu que le service médical public est assez faible, que traditionnellement, c'était plutôt le service médical privé qui adressait les besoins de la population. Mais ça crée des problèmes pour les plus pauvres parmi les pauvres. Et c'est naturellement dans cette couche sociale où cette mortalité infantile et maternelle est aiguë. Et qu'est-ce que sont les mesures prises pour faciliter l'accès de ces femmes au service médical public pour assurer qu'ils ont ces soins de santé qui sont importants aussi pour faire du progrès. Je me tourne vers la question numéro 14 concernant les arrestations arbitraires, les délais excessifs de la détention préventive, la loi sur l'habeas corpus. J'aimerais vous remercier pour les informations données dans le cadre de votre introduction qui vont au-delà de la réponse écrite. Mais de nouveau, j'ai quelques questions très concrètes. D'abord, concernant cette nouvelle loi sur l'habeas corpus, si je comprends bien, cette loi n'est pas encore promulguée. Quelle est la date prévue pour la promulgation? Aussi, on a posé la question
de l'influence concrète des mesures prises par l'État afin de réduire les délais excessifs de la détention préventive. Et ça, c'est une question qui concerne la duration de cette détention préventive, mais aussi la question du surpeuplement dans les prisons, et une question qui touche notre question numéro 16. Et permettez-moi de un peu mélanger les deux, car je pense que c'est vraiment lié. L'utilisation de la détention préventive, la duration de la détention préventive et la question du surpeuplement. Là, vous avez dit que vous avez fait beaucoup de progrès. Vous avez mentionné quelques projets de restaurer, d'élargir les prisons. Mais si les chiffres que j'ai obtenus sont corrects, on ne peut pas vraiment parler d'une diminution de la population carcérale. Il semble que actuellement, en juin 2014, on parle de plus de 10 000 personnes qui sont détenues. On parle de plus que 5 000 qui étaient détenus depuis début de cette année, mais seulement 4 000 qui étaient libérés. Et ça veut dire, c'est un calcul assez facile, que le nombre de personnes est en augmentation et pas en baisse. Et même avec l'expansion des prisons, la question se pose, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'utiliser dans beaucoup de cas la détention préventive? Là, on discute avec beaucoup des États qui ont ce problème. Et très souvent, la raison principale est que la détention préventive est utilisée dans des cas où c'est vraiment pas nécessaire, qu'il y a des alternatives. Est-ce que là, vous avez des projets pour utiliser des alternatives? Et puis, et c'est lié naturellement des questions qu'on va discuter concernant le système judiciaire, de nouveau des efforts, mais de nouveau des faiblesses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer que ce qui est dans la loi, que cette détention préventive ne devrait pas être excessive, devient une réalité. Concernant question numéro 15, les mineurs, là je vois que vous avez vraiment pris des mesures, la nomination de 17 juges pour enfants. Vous avez dit que présentement, il y a 13 juridictions avec des juges pour enfants. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si mes informations sont correctes, il y a que 2 juridictions spéciales à Port-au-Prince et à Cap-Haïtien. Mais quoi des autres 11 juridictions? Comment ça fonctionne en réalité? Et pas seulement sur papier. Finalement, oui. Et puis, concernant la question de séparation des mineurs et des adultes dans les centres de détention, là, et je salue ça, vous êtes très transparent. Vous dites que, faute de moyens financiers, ce n'est pas vraiment possible de séparer toujours les mineurs des adultes. Mais je pense que ce n'est pas seulement une question des finances, c'est aussi une question d'organisation. Car même si les finances sont limitées, on peut organiser un lieu de détention d'une manière que les jeunes ne sont pas mélangés avec les adultes. Et c'est vraiment une école de crime. Ça veut dire que ce n'est pas dans l'intérêt du pays de ne pas séparer les jeunes des adultes qui parfois sont vraiment des criminels qui peuvent agir là en tant qu'instructeur pour ces jeunes-là. Et j'aimerais savoir si
même dans le cadre financier qui est limité? Est-ce qu'il n'y a pas de possibilités pour faire du progrès dans ce domaine-là? Je reviens à la question numéro 16. J'ai déjà touché sur la question de la réduction de la population carcérale, où j'ai doute si vraiment votre réponse qu'on a déjà achevé une réduction sensible, que c'est vraiment la réalité. Aussi, concernant les projets point de vue bâtiment qui étaient pris, c'est bon, mais est-ce que c'est suffisant? On nous a parlé, par exemple, des travaux entrepris à la prison de Jérémie, mais il semble que toujours là, c'est tellement surpeuplé qu'on aurait besoin des centaines de mètres carrés. Je ne sais pas si c'est juste. Une des chiffres que j'ai vus, ça concerne tout le système et que actuellement, c'est moins qu'un mètre carré, 0,6 mètres carrés à la disposition par personne. C'est difficile à imaginer ça. Hein? C'est inhumain d'être détenu dans ces conditions-là. De nouveau, je pense que ça dépasse les difficultés un pays comme le vôtre a, que là, il faut vraiment prendre des mesures très, très concrètes pour éviter que la situation est tellement grave. Merci beaucoup. Et merci à vous, M. Keilin. Le prochain orador de mi liste. Merci, Monsieur Keilin. Monsieur Salvioli, vous êtes l'orateur suivant sur ma liste. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et bien évidemment, à l'instar de mes collègues, j'aimerais souhaiter une cordiale bienvenue à la délégation haïtienne et lui dire à quel point je me félicite qu'elle comparaisse devant nous à l'occasion de l'examen de son rapport initial. Au regard des difficultés diverses et variées qu'Haïti a connues tout au long de son histoire, que Haïti connaît encore aujourd'hui. Votre présence ici témoigne de votre volonté de vous soumettre à cet exercice, à ce dialogue qui, bien évidemment, a pour objectif d'améliorer la situation des droits de l'homme dans votre pays. J'ai quelques préoccupations qui portent sur les points 11, 12 et 13 de la liste, et qui portent sur des questions principalement liées à la torture et aux peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, mais aussi à la violence faite aux femmes, ainsi qu'à tout ce qui touche au châtiment corporel. S'agissant donc du premier point, torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. J'aimerais poser la même question qu'a posée mon collègue à l'instant, mon collègue M. Keilin. L'inspecteur général a des fonctions qui lui sont propres, il a pris des mesures et a adopté des recommandations, mais nous ne savons pas exactement quelle suite a été donnée à ces recommandations. En outre, lorsqu'il y a cas de torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, nous faisons bien évidemment face à des délits qui doivent être jugés et sanctionnés comme il se doit. Certaines organisations non gouvernementales ainsi que diverses entités du système interaméricain des droits de l'homme nous ont saisi de rapports faisant état de certains cas de torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants qui, malheureusement, ont été gérés, disons, assez lentement et d'une façon assez inadéquate ou inadaptée, ce qui pourrait laisser penser à une certaine situation d'impunité.
L'État partie nous fournit des informations très laconiques concernant le nombre de cas de torture et de mauvais traitements. Vous nous dites simplement que 22 plaintes ont été déposées pour abus de pouvoir ou abus d'autorité. Mais abus d'autorité ne signifie pas pour autant torture. Donc j'aimerais savoir concrètement combien de cas de torture ou de mauvais traitements ont été signalés auprès de vos autorités et sur lesquels vous avez tenté de faire la lumière. J'aimerais également savoir dans quelle mesure ces cas ont été sanctionnés et de quelles sanctions les contrevenants ont écopé. Le bureau de l'inspecteur général de la police a formé des recommandations, vous le disiez tout à l'heure, et j'aimerais savoir si les fonctionnaires de ce bureau ont été démis, ne serait-ce que provisoirement, de leurs fonctions au sein de ce bureau de l'inspectorat dans des cas d'allégation de torture ou de mauvais traitement. Il semblerait qu'une disposition pénale soit en vigueur et qu'il existe également un projet de loi en la matière. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre d'après les informations dont vous nous avez saisies. Le tribunal chargé d'examiner ces affaires évoque des cas de torture corporelle. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Est-ce que cela signifie que la torture, dans sa dimension psychique, n'est pas envisagée et prévue dans le code pénal et qu'elle n'est pas considérée comme un délit ? En outre, je constate que les sanctions encourues pour ces actes de torture sont des peines de travaux forcés à perpétuité. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une condamnation ou d'une sanction qui consiste à faire travailler quelqu'un de façon forcée tout au long de sa vie. Alors j'aimerais savoir exactement en quoi consistent ces travaux. Et j'aimerais également savoir quelle est la durée de ces condamnations à perpétuité. Car, comme vous le savez, il arrive qu'une condamnation à perpétuité soit prononcée, mais qu'il y ait à la suite remise de peine, que la peine en question soit moins longue que celle qui était prévue au départ. J'aimerais donc savoir à quoi correspondent exactement ces sanctions pour délits de torture. Évidemment, le pacte prévoit qu'il faut sanctionner les délits de torture, mais dans une certaine mesure et en respectant les droits de l'homme, bien évidemment. Enfin, j'aimerais savoir si ce projet de code pénal prévoit le délit de torture conformément aux dispositions de l'article 7 de notre pacte et en tout état de cause à la Convention sur la torture que votre État partie, ou que votre État plutôt, vient de ratifier. J'en viens maintenant à la question de la violence faite aux femmes. J'aimerais vous remercier sincèrement pour toutes les informations dont vous nous avez saisies. Ce sont là des informations des plus utiles, notamment en ce qui concerne les mesures que vous avez entreprises afin d'aider les femmes, mais aussi les projets lancés. En revanche, vous ne nous dites pas grand-chose sur les éventuelles sanctions dont pourraient être passibles des auteurs de violences domestiques, de violences faites aux femmes. Et sur ce point, plus précisément, comme l'a dit ma collègue Madame Majodina tout à l'heure, lorsqu'elle s'est penchée sur l'égalité entre hommes et femmes, eh bien, je crois savoir que subsiste encore dans votre pays un grand nombre de stéréotypes. En effet, il semblerait que d'aucuns estiment que la violence faite aux femmes relève de la sphère privée. À ce titre, j'aimerais savoir si vous prévoyez des sanctions dans des cas de violence faite aux femmes et si oui, quelles mesures de réinsertion, de réhabilitation et en tout état de cause d'indemnisation sont prévues à l'intention des victimes de violences domestiques, mais aussi des victimes de torture dans lesquelles, ou plutôt dont je vous parlais dans ma question précédente. En ce qui concerne maintenant les châtiments corporels, bien évidemment, l'État nous affirme que le châtiment corporel est interdit au titre de la loi.
En revanche, il semblerait que dans la pratique, les choses soient tout autres. Il semblerait que le châtiment corporel soit encore pratiqué, non seulement au sein du foyer, c'est-à-dire dans la famille, mais aussi dans des institutions telles que l'école. Ce que j'aimerais savoir, par conséquent, c'est si, dans le cadre du projet de loi examiné en ce moment, vous avez envisagé d'interdire expressément les châtiments corporels, non seulement au foyer, enfin au sein du foyer, c'est-à-dire au sein de la famille, mais aussi dans les institutions, puisque c'est apparemment ce qui semble être prévu par le projet de législation en cours d'examen. J'en ai terminé, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Salvioli. L'orateur suivant sur ma liste est Monsieur Chani, je vous en prie. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je me joins à mes collègues pour souhaiter une cordiale bienvenue à la délégation haïtienne. Je n'aurai qu'une question à poser, elle porte sur le point 10, et mon collègue Monsieur Kellin l'a d'ores et déjà touché du doigt. Il s'agit en fait d'une question qui porte sur l'avortement, et plus précisément sur l'état actuel du projet de loi sur les femmes qui est en cours d'examen auprès du Parlement et qui contient les exceptions à l'article 268 du Code pénal qui justement prévoit une prescription générale de l'avortement. Alors j'aimerais savoir si votre gouvernement est en faveur de ces nouvelles exceptions à l'interdiction de l'avortement qui sont actuellement prévues par la loi et si ce nouveau projet de loi contiendra des exceptions explicites pour des cas tels que le viol ou l'inceste. Évidemment, ce qui nous préoccupe au premier chef, eh bien, ce sont les restrictions qui entourent la pratique de l'avortement et ce qui pousse un grand nombre de femmes à avoir recours à des avortements clandestins. Et comme vous le savez, à terme, eh bien, cela a pour résultat un taux de mortalité maternelle extrêmement élevé. Nous pensons que vous devriez accorder la plus grande importance au droit à la santé des femmes, mais aussi à veiller à ce qu'elles ne soient pas victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chani. Sur ma liste est Madame Chanet. Madame Chanet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à la délégation d'Haïti, que je suis très heureuse de voir ici présenter son rapport initial. Je me joins à ce qu'ont dit mes collègues qui se sont exprimés avant moi, et en particulier Monsieur Kellin. J'ai quelques interrogations sur les poursuites du chef de crime contre l'humanité sorties du droit coutumier et de la Constitution, alors qu'il n'y a pas de loi interne applicable en vigueur au moment où les faits ont été commis. Donc là, je ne veux pas me lancer dans des discussions juridiques avec la délégation, mais si je pouvais avoir quelques éclaircissements, parce que c'est une question qui a beaucoup agité, qui m'a beaucoup agité à la Cour de cassation, mais en France, il y a une loi interne sur la prescriptibilité des crimes contre l'humanité, et je vois difficilement comment on peut tirer des poursuites pénales directes sur des faits anciens, peut-être prescrits au regard du droit interne, exclusivement sur le fondement de la coutume internationale et à défaut de loi interne. Ma question, Monsieur le Président, est toute simple. Madame le chef de la délégation a évoqué la signature par Haïti d'un certain nombre de conventions, en particulier donc la Convention contre la torture, le protocole, deuxième protocole au pacte, donc ça concerne notre pacte, et elle a parlé de signature. Alors, ce que j'aimerais savoir, parce que je sais par le biais de Nations Unies que ces textes étaient inscrits à l'ordre du jour du Parlement pour la ratification à la 49e session et qu'ils ont été retirés. Il y avait également la convention qui interdit l'apatridie. Ça faisait partie d'un... Alors, est-ce que c'est parce qu'il fallait faire de la place pour autre chose, ou est-ce qu'il y avait une vraie raison pour retirer ce texte concernant la torture et la peine de mort quand même? Est-ce qu'il y avait vraiment une raison juridique ou politique pour retirer ces textes de l'ordre du jour du Parlement?
je remercie la délégation pour les réponses qu'elle voudra bien m'apporter. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Madame Chanet. Je vois aucun de mes collègues qui cherche poser davantage de questions à cette étape. Alors, c'est le moment de suspendre la réunion pour permettre la délégation à se concerter pour nous donner des réponses à cette première cycle de questions. Alors, il s'agit de 15 minutes. On se retrouve, je serai généreux, à 16h35. La réunion est suspendue.